très heureux d'être ici pour plusieurs raisons. Pour commencer, parce que c'est aussi mon pays d'origine. Je suis originaire de l'Anjou. Et puis l'occasion de partager, d'échanger sur ce domaine qui est effectivement en France encore un peu parfois tabou dans certains milieux, mais aussi mal connu et mal défini. Donc déjà, merci à Myriam pour le début d'éclaircissement de ces différentes données. Mon parcours à moi, c'est plutôt un parcours de praticien, d'homme de terrain. Je pourrais dire que j'ai 57 ans d'expérience. Vous n'allez pas me croire. Enfin, c'est mon âge. Mais quelque part, j'ai 57 ans d'expérience. Mais à proprement parler, au niveau de la pratique, donc j'ai environ 35 ans de pratique de terrain. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est l'action, l'entraînement, la pratique au quotidien. C'est ça qui fait la connaissance, plus que les formations. Et c'est ce que je défends dans mes formations. Ce que je défends, c'est que les apprentis, les formés, doivent avant tout mettre les mains dans le cambouis. Autrement, ça ne sert à rien. C'est que des lettres sur des bouts de papier, les certificats, ça ne sert strictement à rien. Donc ça, c'est la première chose. D'abord, être un homme de terrain, un homme d'expérience, parce que l'expérience, c'est ce qui va garantir l'efficacité. Alors, c'est un des éléments qui va garantir, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Parce que j'ai envie de vous dire que l'homme, et avant tout moi-même, est parfaitement imparfait. Donc ça veut dire que cheminer vers la performance, pour moi, c'est pas cheminer vers la perfection. C'est pas ça du tout. Cheminer vers la performance, c'est cheminer avec toutes ses parties, c'est-à-dire aussi ses contradictions. Mais par contre, ça va réclamer de les mettre au jour, de mettre au jour ces éléments-là et de les partager, de les mettre en mouvement, en dialogue, et de voir quelles sont les conditions. Avec toutes ces parties, quelles sont les conditions qui facilitent la performance et quelles sont les conditions qui facilitent l'échec? Parce que finalement, c'est aussi une stratégie, l'échec. Comme la réussite, il y a des stratégies qui sont individuelles. Un autre élément qui est important pour moi aussi de partager avec vous, c'est la singularité, c'est la mise au jour de la singularité de chaque individu et de chaque sportif. Alors la singularité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est unique les uns et les autres. Et un sportif de haut niveau, il est particulièrement unique dans son dépassement, dans son parcours, dans son expérience, parce qu'il traverse des frontières, il traverse des limites, il traverse des frontières au niveau physique, il traverse des frontières au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau relationnel, au niveau familial. C'est des expériences, on va dire, extrêmes. Un sportif de haut niveau vit des expériences extrêmes. Et ça, c'est le bénéfice secondaire de tout athlète de haut niveau. À la fin de sa carrière, il garde un capital. Il garde un capital d'expérience qui est quand même unique. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire aux jeunes sportifs. Si vous voulez faire du sport de haut niveau, sachez que vous pourrez retirer peut-être ça de votre expérience. C'est sûr, vous allez sacrifier plusieurs années de votre vie, une dizaine, une quinzaine d'années de votre vie, mais vous allez aussi en retirer des grands bénéfices. Et moi, je peux dire, j'ai été nageur, je suis un ancien nageur, je n'ai pas été au même niveau que Yannick, mais j'ai vécu l'entraînement vraiment de haut niveau. Et aujourd'hui, enfin, ça fait déjà un petit moment, je me suis fait accompagner aussi sur Richard, qu'est-ce que tu as appris dans toutes ces expériences? Quand tu réussissais, qu'est-ce qui se passait? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce que tu as appris? Et j'ai appris la persévérance, j'ai appris le dépassement de moi, j'ai appris la curiosité, j'ai appris à explorer. Alors, est-ce que j'ai appris ou est-ce que j'ai reconnu des parties de moi? Et ça, c'est toute la complexité aussi de la construction de l'homme. C'est-à-dire que Myriam a témoigné tout à l'heure de la notion de systémie. Je vais y revenir avec la définition
des différents acteurs du mental dans le sport de haut niveau, mais aussi dans le monde de l'entreprise. La complexité d'un être humain, voilà, c'est énorme. C'est énorme, comme la complexité de la vie. C'est-à-dire que nous sommes un corps, des émotions, des pensées, un mental, mais un esprit, pour certains aussi une âme. C'est-à-dire qu'il y a différentes représentations de ce qu'est un être humain. Mais vous-même, vous pouvez constater à quel point votre vie est complexe et que ça ne va pas de soi, que c'est parfois simple et parfois compliqué. Ne pas confondre compliqué et complexe. Hein. Ça peut être simple et complexe. Et parfois compliqué, la vie. Souvent. Et donc, il suffit que vous regardiez votre propre vie pour voir à quel point ça peut être difficile d'accompagner quelqu'un. Il suffit de constater. Comment est-ce que je peux décider du jour au lendemain de maîtriser telle action parfaitement à 100%, ou tel résultat, ou atteindre tel objectif comme je me l'avais imaginé. Parfois, ça dépasse mon imagination, et parfois, c'est en dessous de mon imagination. Parfois, il y a de belles surprises aussi, et même quand on est sportif de haut niveau. Moi, j'attendais d'être sur le podium, mais finalement, je suis premier. Waouh, ça c'est génial. Voilà. Parfois, j'espérais être champion, je suis juste deuxième. Au départ, c'est juste deuxième. Puis au bout d'un certain temps, c'est dire « Ah, quand même, j'étais vice-champion du monde ». Donc, tout ça pour vous parler de la notion de complexité. Et il y a ce qui se voit, et puis il y a ce qui ne se voit pas. Et il y a... Alors on ne sait pas ce que c'est que le conscient ou l'inconscient, mais enfin il y a des mots qui définissent ça. Il y a ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, il y a le conscient, l'inconscient, il y a le corps et la tête, puis entre les deux on pourrait dire qu'il y a des émotions. Mais finalement, non, il n'y a pas toutes ces choses-là. Tout ça, c'est en interaction et imbriqué dans l'être humain, dans un seul être humain. Mais aussi, on a toutes ces imbrications, ces interactions entre tous les êtres humains. Ça devient très complexe. Et après, si vous rajoutez les organisations, les systèmes, un pays, une nation, lors d'une compétition. Donc, tout est en interaction. Et on ne peut pas prétendre tout maîtriser, chercher à tout contrôler. Donc là, le piège, c'est chercher à contrôler ça. Et on est quand même dans une culture du contrôle. Pour répondre en partie à la question « Qu'est-ce qui fait que le mental ou la préparation mentale ne se développe pas aussi vite en France que dans d'autres pays ?» J'ai envie de dire que c'est effectivement culturel. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois beaucoup que c'est culturel, et que les pays anglo-saxons, il y a... Alors, tout n'est pas parfait non plus dans les pays anglo-saxons, hein, il y a aussi des choses, il y a à boire et à manger, mais en France, il y a des choses très bonnes aussi. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque culture. Mais pour le mental, je crois que le cloisonnement, dans notre culture, le cloisonnement, la séparation des organisations, il fait pour beaucoup, autant au niveau culturel, au niveau philosophique, qu'au niveau relationnel. Alors que dans les pays anglo-saxons, il y a moins de cloisonnement entre les niveaux et les hiérarchies des individus. Il suffit de voyager un peu pour voir à quel point les relations humaines sont différentes. Et dans ces pays-là, évidemment, comme il y a moins ces cloisonnements-là, l'ouverture est plus rapide. Ça va venir, c'est en train de se développer en France, et les métiers du mental sont en train de s'organiser de différentes façons, sur un plan universitaire, dans des écoles privées. Alors, la psychologie, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Myriam, mais la psychologie, c'est des études universitaires. Mais il y a aussi la psychanalyse, qui sont donc c'est des études particulières qui sont ouvertes à tout à chacun, mais qui sont orientées soit freudiennes, lacaniennes, jungiennes. Il y a différents mouvements, différents courants. Et puis vous avez la psychothérapie, où là aussi il y a de multitudes de courants. Et puis vous avez la préparation mentale, et puis vous avez le coaching, et puis vous avez l'accompagnement. Alors il y a
des techniques ou des méthodes d'accompagnement qui sont assez proches, coaching, accompagnement. Là, on est dans une approche systémique. Myriam, qui fait de la psychologie, mais aussi de la psychothérapie, si j'ai bien entendu, psychologie clinique et psychothérapie, hein, elle a une approche aussi systémique, mais tous les psychologues n'ont pas une approche systémique. Comment ? C'est une formation spécifique, voilà, tout à fait. Mais aussi, c'est aussi une posture et un référentiel. C'est aussi une posture et un référentiel. C'est-à-dire, c'est de choisir, je crois fermement aujourd'hui qu'on ne peut pas accompagner des organisations, des collectifs, des équipes et des individus sans avoir une approche systémique et complexe de la vie et des individus. C'est pas possible. Alors après, comment fait-on ? Alors oui, je n'ai pas terminé. Préparation mentale et coaching et accompagnement aux psychologies. Donc, c'est quoi la différence ? Alors, la préparation mentale aujourd'hui dans les écoles privées ou à l'université, la plupart du temps, ce sont des DU, s'oriente vers le coaching. C'est-à-dire, au départ, c'était un cursus plutôt orienté relaxation, imagerie, voire sophrologie. Aujourd'hui, dans les écoles de préparation mentale ou les universités qui proposent des formations en préparation mentale, on intègre le coaching à une approche un peu plus systémique parce qu'effectivement, c'est mission impossible que d'aborder l'individu de façon scindée sur un symptôme à un endroit spécifique avec une recette ou une seule technique. Ça, c'est pas de l'accompagnement. Et aborder donc la performance, ou en tout cas le chemin vers la performance ou vers l'efficacité, ça réclame, comme l'être humain est complexe, d'aborder aussi l'individu de façon complexe. Voilà. Après, en termes de moyens, bon, moi, je peux vous dire que mon parcours a été assez éclectique, puisque je suis nageur, j'ai un petit peu entraîné, donc j'ai connu aussi ce que c'est qu'être entraîneur. Et après, je me suis formé à différents types de techniques, et en grande partie en psychothérapie, la PNL, l'hypnose, une méthode assez originale qui permet de travailler sur les processus émergents, comme le clean coaching, enfin différentes méthodes, avec des formations aussi diverses et variées universitaires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes ces formations ne serviraient à rien si je n'avais pas pratiqué. Et le grand privilège que j'ai eu, c'est d'être immédiatement sur le terrain. Sur le terrain, et d'avoir un cabinet et de pratiquer tous les jours. Et je vous dis ça parce que la connaissance, la vraie connaissance, elle s'acquiert avec de l'entraînement. C'est-à-dire qu'un coach s'entraîne comme un sportif aussi, doit s'entraîner pour acquérir de l'expertise. Et cette expertise, après, au service de l'autre. Et je voulais témoigner une petite citation de Anne Le Cogna, que j'ai gardée en mémoire, parce que c'est quelque chose que je pratiquais, mais je n'avais pas on va dire, une petite métaphore, une petite citation comme ça sous le coude, et toi, tu m'as offert ça un jour. Oui, oui. Lors d'un débrief ensemble, dans un collectif, je ne sais plus si c'était à l'INSEP ou ailleurs, tu nous as raconté une petite histoire, je ne sais pas si ça se passait en Égypte ou ailleurs, et que tu attendais un taxi. Tu te rappelles de ça ? Non ? Mais je vais la raconter à ma manière, hein, bien sûr, ça va être déformé. Et puis, j'attends un taxi, je suis dans un coin un peu paumé, je ne sais pas si Thierry, tu l'as entendu, mais... Et puis pas de taxi, bien embarrassé pour rentrer chez moi, etc. Et puis à un moment donné, un taxi arrive. Voilà. Et donc je pose, je m'exprime comme si c'était toi. Et je pose la question au taxi, mais comment vous avez fait pour me trouver ? Et le taxi qui répond, madame, si vous voulez amener votre client là où il veut aller, il faut aller le chercher là où il est.
Et ça, c'est une métaphore fantastique pour l'accompagnement. Il faut, si vous voulez amener votre sportif là où il veut aller, il faut d'abord aller le chercher là où il est. Mais alors, comment on fait pour aller le chercher là où il est? Ça, c'est hyper important. Et vraiment, merci. C'est capital. Capital, 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 capital. Et comment on fait? Donc moi, j'ai eu de cesse de chercher, d'apprendre et de chercher des méthodes. J'étais obsédé par ça. C'est-à-dire comment faire pour rencontrer l'autre là où il est, et non pas là où je veux qu'il soit, ou là où je crois qu'il est. Parce que ce n'est pas la même chose. Parce que je peux supputer X choses sur mon sportif. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Nous imaginons, nous ne pouvons pas nous empêcher de projeter. Ça aussi, c'est important de le savoir en termes d'hygiène. En tant qu'accompagnateur ou en tant qu'entraîneur, vous ne pouvez pas ne pas vous faire des représentations. Parce qu'on est câblé comme ça, notre cerveau est câblé comme ça. On ne peut pas ne pas imaginer des choses et nous faire des représentations. Donc comme on ne peut pas faire ça, il va falloir s'en prémunir de cette façon de faire de notre cerveau et commencer à l'éduquer, notre cerveau, et à l'accompagner et à tenir les rênes de notre cerveau. Ça doit vous parler, ça, non? Tenir les rênes de notre cerveau. Parce que c'est un sacré animal, notre cerveau. Comment on fait pour tenir les rênes de notre cerveau et dialoguer avec, pour pouvoir accueillir le sportif, le coaché, et recueillir ces informations, entre guillemets, propres, ces propres informations. C'est-à-dire non déformées, non transformées par mes fantasmes, mes délires intellectuels et mes pensées. Ben ça demande quelques années de pratique. Vraiment. C'est ce qui est le plus difficile. Pour moi, ce qui est le plus difficile dans l'accompagnement, c'est cette phase-là. C'est comment accéder à l'autre, comment l'écouter, comment le questionner et comment faire émerger les informations de lui-même. Parce que ça ne va pas venir tout seul. Parce que ce qui vient spontanément, c'est ce qu'il a l'habitude de rencontrer. Mais ce qu'il a l'habitude de rencontrer et de connaître de lui-même, ce n'est pas ce qui lui permet de progresser. Il va vous dire des banalités. Donc ça, c'est tout un art. Et j'aime bien le terme art. Voilà, nous sommes des artistes. Voilà. Nous sommes des artistes, nous tous, sportifs comme coachs, et nous œuvrons ensemble, et nous nous modelons, nous nous auto-modelons les uns et les autres. Le sportif, son corps, sa tête et ses émotions. Nous, un peu moins notre corps. D'ailleurs, moi, il faut que je fasse attention à mon corps. Voilà. Donc, je dérive un peu, excusez-moi. Donc, ça, c'est un point important. Et c'était pour faire le lien aussi avec l'approche systémique et la connaissance de l'homme. C'est-à-dire que je ne peux pas accompagner quelqu'un, un être humain, sans mieux me connaître et mieux connaître la nature humaine, la condition humaine. Donc ça réclame de la curiosité et de l'ouverture sur qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la vie. Donc inévitablement aborder des thématiques comme la philosophie, la psychanalyse, l'anthropologie, l'histoire de la vie humaine, la communication. Nous devons nous intéresser, nous avons le devoir de nous intéresser à ça. On ne peut pas prétendre connaître l'être humain sans explorer déjà tous ces domaines-là et aussi être soi-même accompagné. Parce qu'autrement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que ça, c'est aussi quelque chose, là on n'en a pas encore parlé, au niveau déontologique et au niveau éthique. C'est un élément important, c'est un élément aussi important, d'ailleurs que ça va vous parler, cavalier en relation avec les chevaux, c'est que comme on ne peut pas ne pas se faire des représentations, on ne peut pas non plus ne pas influencer. Là, ce que je viens de faire, là, le silence, je viens de vous influencer. Voilà, je vous ai influencé. Mais c'est aussi, je vous influence aussi avec ma voix, avec ma manière de bouger,
avec toute mon expérience, ce que je suis. Je vous influence totalement, mais vous aussi vous m'influencez. Bien sûr, pas verbalement, mais inconsciemment, par votre présence, par le nombre, par votre vibration, par vos pensées, par vos regards, vous m'influencez. Et moi, dans ma manière, donc comme je vous l'ai dit, aussi, je suis en train d'influencer votre écoute dans le rythme de ma voix. Donc je vous parle de ça, j'essaye de tenir mon fil. J'étais où? Complexité, aidez-moi. Vous pouvez m'aider? Je ne sais plus où j'en suis. Comment? Voilà, merci. Soi-même accompagné. Vous voyez, à partir du moment où j'accepte que je suis parfaitement imparfait, je peux vous demander de l'aide. Hein, et ça me sert vraiment, c'est très utile. Donc, être moi-même accompagné, ça parle de la complexité de l'être humain et de ce processus d'inter-influence. C'est-à-dire que nous sommes des miroirs pour les uns et pour les autres, et nous nous inter-réfléchissons, nous nous réfléchissons l'un l'autre. Et c'est très complexe, ce processus-là est très complexe. Je ne rentrerai pas dans le détail à cet endroit-là, mais comme j'influence, tant que faire se peut, il va falloir que j'influence de façon la plus efficace et la plus facilitante pour l'autre. Donc savoir qu'est-ce que je fais maintenant pour influencer mon sportif ou mon coaché, par exemple pour s'exprimer. Ou quel genre d'influence et quelle posture, quelle expression je dois avoir pour l'impressionner dans telle ou telle direction. Vous allez me dire, mais ça c'est de la manipulation. Non, c'est de l'influence avec intégrité, avec éthique, c'est-à-dire je sais ce que je suis en train de faire, et j'ai aussi bien sûr une posture, j'ai choisi des valeurs et un référentiel bien spécifique. Mais ça ne peut être garanti que si moi-même je suis accompagné par quelqu'un. Parce que je ne peux pas le garantir à moi tout seul, parce que j'ai des zones aveugles chez moi. Il y a des zones que je ne vois pas moi-même. Là, déjà, mon dos, là, je ne peux pas le voir. À la limite, avec 2 miroirs, je peux commencer à le regarder. Mais il y a 2 miroirs, 2 coachs. Donc, nous avons des zones aveugles. Et donc ça réclame, pour le coach, le préparateur mental, le psychologue, enfin, aussi une enquête, une exploration personnelle qui nous permettra ensuite d'être plus libre, plus disponible, parce que je vais ouvrir certaines parties de moi. Plus ces parties en moi sont interconnectées et connues, et moins j'ai cette tendance, on va dire, à projeter mon propre monde, c'est-à-dire mes zones d'ombre, à les projeter sur l'autre. Ça, c'est l'apport aussi de la culture de la psychanalyse. Et j'ai eu la chance aussi d'aborder ces aspects-là parce que je suis resté ouvert. Donc merci à ma famille, parce que je m'appelle Ouvrard, et donc c'est plus facile de s'ouvrir quand on s'appelle Ouvrard. Mais vraiment, je les remercie profondément. Moi, c'est une famille d'agriculteurs de l'Anjou, proche d'Angers, du côté de mon père. Mais qui, pour autant, j'aurais pu croire, fut un temps, que rien à voir avec mon métier. Et si, beaucoup à voir avec mon métier. Beaucoup à voir avec mon métier. Homme de terrain aussi, relation aux animaux, le travail avec un collectif de solidarité et d'entraide, l'écoute de la nature, l'écoute des animaux. Vous aussi, vous êtes déjà dans une expérience d'écoute avec les chevaux. Vous avez déjà une expertise dans ce domaine-là. Et il s'agit maintenant vous pouvez la transférer tout à fait dans les relations humaines. Mais pour pouvoir la transférer, il s'agit de la mettre au jour, d'en faire connaissance, pour pouvoir vraiment aborder votre singularité dans l'écoute et dans la perception de l'autre. Ça, c'est toujours dans le processus complexe des relations humaines et de la connaissance de l'homme. C'est-à-dire que pas d'accompagnement humain sans connaissance de soi, sans connaissance de la nature humaine. Voilà. Donc ça, c'est une condition pour moi sine qua non, et ça doit être intégré dans toute formation, en coaching,
en préparation mentale. Un autre élément de la complexité de l'homme que j'aime beaucoup aborder, c'est la notion de paradoxe, de contradiction entre différentes parties de nous. C'est une notion de polarité. Jung parlait d'ombre et de lumière aussi. C'est-à-dire, parfois, on a aussi l'expression, on peut être tout et son contraire. Des fois, j'ai des comportements paradoxaux. Je voudrais faire ça, puis je fais le contraire, etc. Mais c'est aussi une notion d'ordre physiologique. C'est de la physiologie aussi. C'est-à-dire qu'il y a action, repos, dépense, repos, nuit, jour. C'est-à-dire cette balance qui existe au niveau de la physiologie, au niveau du système neurovégétatif, qui est de pouvoir alterner les fonctions, s'équilibrer. C'est-à-dire que quand je suis joyeux, voire trop joyeux, ben, il va falloir s'attendre peut-être à un peu de tristesse à un moment donné. C'est-à-dire que joie, tristesse, la joie ne peut pas exister sans tristesse dans le monde, vice-versa. Et que ces notions de polarité-là sont, pour moi, hyper importantes. Ce n'est pas la peine de se voiler la face et non, 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 je ne serai plus jamais triste. Attends, on va attendre la prochaine fois. Non, non. Ça fait partie de notre vie humaine. C'est-à-dire que mort et vie, naissance et mort, ça fait partie de notre vie. Et d'ailleurs, c'est aussi métaphorique, ce processus-là. Comment voulez-vous aller vers une transformation sans faire mourir une partie pour naître à autre chose? Faire mourir une partie et naître à autre chose. Pour faire mourir une partie de nous, il faut accepter de faire le deuil de certaines choses, accepter d'abandonner certaines choses pour aller vers autre chose. Par exemple, là, moi, j'ai décidé d'arrêter ma collaboration avec l'INSEP, donc il faut bien que je dise, ben non, là, je m'arrête, parce que j'aurais pu faire encore un petit bail d'une dizaine d'années, hein. Enfin, sans problème, hein. On ne me rejetait pas, au contraire, on m'appréciait bien à l'INSEP. Mais non, j'ai décidé de faire mourir cette relation-là pour naître, pour laisser le potentiel et l'ouverture à d'autres relations. Ça, c'est prendre en main, enfin, j'ai décidé de prendre en main cet aspect-là de ma vie professionnelle. Donc, naissance, mort, cette notion de polarité, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que si je veux naviguer dans la vie de façon dynamique et être en mouvement, j'ai tout intérêt à considérer cet aspect-là de polarité. Voilà. Et donc ça veut dire de précéder. Par exemple, même dans la performance, c'est-à-dire que ok, je suis en pleine ascension, okay, ben, qu'est-ce que je dois... C'est-à-dire, comment je peux anticiper la chute? Ben, tout simplement en choisissant une chute. Et en envisageant, en sachant, mais où est-ce que je pourrais chuter et quel genre de chute me serait utile pour repartir. C'est-à-dire, je vous donne une métaphore que j'ai découvert il y a très peu de temps, mais pourtant elle est d'une simplicité monstrueuse. C'est ça qui est bien. Souvent, c'est dans la simplicité qu'il y a une grande force. Je gravis une montagne. J'arrive au sommet d'une montagne. Comment faites-vous pour atteindre un autre sommet? Voilà, on est obligé de redescendre pour gravir un nouveau sommet. Voilà, c'est pas beau ça? Voilà. Donc ça, garder ça en mémoire, c'est capital, capital. Mais après, en application, s'agir, qu'est-ce que ça veut dire descendre? Qu'est-ce que ça veut dire descendre et qu'est-ce que ça veut dire monter? C'est-à-dire cheminer vers la performance, vers un sommet, et redescendre, faire un reset et faire un débrief, faire une analyse et réactualiser les objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire et comment fait-on cela? Je ne vais pas aborder ça maintenant, hein. Mais voilà. Si une autre chose, toujours dans l'approche systémique et complexe de notre condition, c'est d'envisager de ne pas séparer. Donc, de ne pas séparer, ça veut dire considérer les liens qu'il y a entre problème et solution, et objectif, projet. C'est-à-dire que problème et solution ne sont pas séparés. Un problème
d'un problème, on peut trouver une solution. Une solution peut devenir un problème. Un objectif peut devenir aussi un problème. Voilà, donc c'est vraiment important de considérer que tout ça, c'est dans un même ensemble et ça doit être abordé ensemble et non pas séparément. C'est dans le même paysage. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt pour... Je te remercie, Richard. J'avais une question, parce que quand on forme, quand on coach, quand on accompagne, on est souvent dans l'écoute. Et moi, j'entends souvent dire qu'il ne faut pas laisser la place à l'empathie. Voilà, j'aimerais avoir des petits... Enfin, voilà, ton avis justement sur cette place de l'empathie quand on est dans l'accompagnement et l'écoute de stagiaires, de coachés. Ouais. Alors, déjà, l'empathie, c'est différent de la sympathie. Donc je peux tout à fait considérer l'autre dans son monde et être associé, on va dire, à ce qui se passe, voilà, sans être en sympathie, c'est-à-dire être complètement dedans, c'est-à-dire intégré dans ce qu'il est en train de vivre, associé. Donc ça, c'est ça la différence. Sympathie, je suis complètement embarqué, imprégné par le vécu de l'autre. Et l'empathie, c'est accueillir, c'est vraiment accueillir ce qui se passe pour l'autre. Donc pour moi, l'empathie, c'est une partie ça fait partie de la capacité à écouter, à accueillir l'autre. Et là, il y a un obstacle à l'accueil de l'autre et un obstacle à l'empathie, c'est la connaissance. Il y a un obstacle à l'écoute, c'est la connaissance. Vous allez me dire, là, c'est bizarre parce que comment je peux accompagner l'autre sans avoir un minimum de connaissances ? Le problème de la connaissance, c'est la catégorisation. C'est-à-dire, je range, je classe, j'ai des représentations, j'ai des idées sur tel et tel sujet, etc. Et vous allez voir que c'est là que ça rend le fonctionnement de notre cerveau dans l'apprentissage rend difficile l'écoute parce que justement, plus je développe mon savoir et mes connaissances, plus je développe mes connaissances, plus je vais avoir des idées sur les choses et sur les autres. Plus, d'ailleurs, je crois que c'est une citation de Christian Bobin, un écrivain que j'aime beaucoup, qui dit plus je connais l'autre, je crois, et plus j'ai de mal à l'entendre, à l'écouter, à l'aborder. Donc la connaissance est un obstacle à l'écoute. Donc, un obstacle aussi donc, à l'empathie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la connaissance n'est pas suffisante, que l'émotion, comme pour le coach et le sportif, elle est importante aussi pour le coach, pour l'accompagnateur. Ça veut dire quoi ? Parce que l'émotion peut aussi générer un obstacle. Je peux devenir complètement aveugle à cause de mes émotions, figé. Et donc là, c'est la même chose, c'est connaître ses propres émotions pour pouvoir se mouvoir. C'est-à-dire, j'aime bien dire, c'est s'émouvoir pour se mouvoir. S'émouvoir pour se mouvoir, c'est-à-dire qu'un sportif qui ne gère pas ses émotions, qui n'utilise pas ses émotions, et a un potentiel diminué, potentiel de performance diminué. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes parfaitement imparfaits. C'est-à-dire que je peux tout à fait cheminer vers de la performance en étant en désordre dans ma vie. C'est tout à fait possible, ça. Parce que, encore une fois, on revient à la complexité de l'individu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me pousse ? Parce qu'il y a deux façons d'aller vers un objectif. Soit je vais vers, soit je m'éloigne de quelque chose. C'est-à-dire, soit je m'éloigne de la médiocrité ou je m'éloigne de quelque chose qui m'emmerde dans la vie, pas seulement dans le sport. Et donc, en m'éloignant là, c'est une façon d'aller vers la réussite. Ou soit, tout simplement, je suis attiré par quelque chose qui est puissant pour moi, qui est vraiment fort, qui correspond à ma motivation ou à mes valeurs. Alors là, c'est irrésistible, c'est une attraction. Et là, vous avez des sportifs qui ne peuvent pas ne pas gagner. Pas tout, bien entendu, c'est pas constant, ça ne dure pas dans le temps. Parce que pourquoi ce serait facile, trop facile.
C'est tout simplement parce qu'on est tout le temps en mouvement. Tout bouge. Tout bouge. Rien n'est figé. Voilà, empathie. Bonjour. Moi, je suis une jeune préparatrice mentale et du coup, je rejoins complètement tout ce qui a été dit avec les difficultés que je rencontre dans le milieu et l'accompagnement. Je voulais juste revenir, j'avais juste une question par rapport à l'accompagnement des parents, aussi bien pour accompagner l'entraîneur qui a des difficultés de relation avec les parents, et aussi bien en tant que coach mental pour accompagner les parents, parce que je me rends compte que c'est un gros sujet en fait. Ouais. Bien, oui, surtout quand on a affaire à des jeunes sportifs. Alors, dans une approche... Alors, tous les coachs, les préparateurs mentaux, c'est assez rare qu'ils aient développé cette compétence. Il faut se former, il faut être formé aussi pour cela. Et avoir un minimum de bagages sur la parentalité, sur la psychologie des parents et la relation parent-enfant. Donc ça réclame une formation aussi. Mais si le préparateur mental n'est pas formé, il peut déléguer. Il peut déléguer à quelqu'un qui a les compétences. Par contre, dans une approche systémique, oui, c'est important d'accompagner les parents, et on peut les accompagner de 1000 façons. C'est-à-dire que pas forcément seulement à travers un entretien individuel, mais ça peut être aussi en communiquant de l'information, en les questionnant, en dialoguant sur ce qui est nécessaire pour l'enfant. Là, ça peut se faire en plusieurs étapes. Voilà. Mais c'est clair que l'accompagnement des parents est fondamental, et notamment pour un mineur en particulier, est fondamental. On le sait que parfois la motivation intrinsèque du sportif, elle est souvent poussée et soutenue par les parents au début, parfois à raison, et parfois à tort, parfois trop poussée. Voilà. Donc du coup, le sportif ne sait pas, et surtout au bout de plusieurs années, si son cœur balance, il ne sait pas si ça lui appartient ou pas, cette orientation-là. Ça devient compliqué. Et là, on se retrouve avec des sportifs en souffrance. Parfois pas, c'est-à-dire que des parents qui poussent, et le sportif, chemin faisant, découvre ses compétences, et effectivement, il a des compétences, et en plus, il y trouve de l'intérêt et du plaisir, et c'est parti. Ça fait partie aussi du chemin de vie, c'est-à-dire des inter-influences, conscientes, mais aussi inconscientes, et parfois même transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on est parti dans cette discipline et que nos parents nous ont poussés dans cette direction-là, mais quand on fait une petite enquête transgénérationnelle, on se découvre qu'il y a un antécédent qui a été sportif, qui a fait ceci, voilà. Mais effectivement, la dimension, mais ce n'est pas toujours nécessaire. L'accompagnement des parents n'est pas toujours nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de recette systématique, c'est-à-dire que, la relation aux parents est importante, la relation à l'entraîneur c'est important, et ça c'est vrai, par contre, là c'est beaucoup plus vrai, puisque c'est une action au quotidien. Le travail sur l'organisation, le travail avec le staff, oui, tout ça c'est important, mais encore une fois, je pars de là, d'abord, avant tout, de là où est le sportif, de là où est la performance actuelle, de là où en est l'équipe. Et après, je peux cheminer pas à pas et agréger d'autres interactions, d'autres travaux. Voilà. Merci Richard, merci à toi.